Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Un petit format qui me permet de chroniquer la préparation de notre grand voyage prévu à l'été 2024. Vous saurez tout de la préparation d'un tel projet, les différentes étapes par lesquelles on passe, les doutes, les galères, les questions. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une 8e capsule consacrée aux préparatifs de notre tour du monde. Déjà 8, je me rends compte que finalement ça fait longtemps qu'on est en train de préparer et ça approche un petit peu. Dans cette capsule, je voulais vous faire un petit point un petit peu sur les avancées des préparatifs parce que l'air de rien, là on est à 3 mois et demi du départ et il y a quand même des petites choses concrètes qui ont avancé. Enfin, donc je voulais vous parler un petit peu de tout ça et puis de notre état d'esprit. Donc en fait, dans les préparatifs du Tour du Monde, on avait mis quand même pas mal de choses en stand-by tant qu'on était dans les travaux dans la cuisine, tant qu'on avait notre voyage en Égypte à préparer, etc. Et donc on s'était dit sur plein de sujets, on verra ça en mars, on verra ça en mars, on verra ça en mars. Et puis finalement, on n'a pas fait grand-chose en mars. Bon, déjà, moi, j'étais épuisée de notre voyage en Égypte. J'ai eu besoin d'un peu de temps pour me remettre de ces vacances, de ce voyage. Et en fait, on a traversé une petite période quand même un peu compliquée, je dirais. Enfin, un peu compliquée, faut pas exagérer, évidemment, hein, mais en fait, avec mon mari, on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde. Et donc, finalement, on a repoussé plein de sujets, plein de petites choses qu'il fallait faire. Vider la maison, préparer les destinations, fixer une date de départ, fixer la date à laquelle il arrête de travailler, qu'est-ce qu'on allait chercher dans le voyage, comment on avait envie d'articuler ça, les visites, les incontournables, et puis en même temps prendre le temps. Enfin bref, on s'est rendu compte que sur plein de sujets, en fait, on n'était pas du tout alignés. On s'est pas mal pris la tête, et je voulais vous en parler parce que on a l'impression que quand on prépare un gros projet tel qu'un tour du monde, que c'est juste formidable parce qu'en fait, c'est nous qui le décidons, ça fait rêver des tas de gens. Enfin, on part voyager pendant un an, on va quand même pas se plaindre. Mais je voulais quand même juste vous parler un petit peu de cette période où ça n'a pas été facile entre nous, en fait. Pas au sein de la famille avec les enfants, parce que ça allait très bien, mais au sein de notre couple, parce que finalement, on n'était pas alignés. On n'était pas dans le même tempo. Moi, j'avais envie d'avancer plein de sujets pratiques, et puis lui, il n'était pas encore dedans. Bref, on n'avait pas les mêmes aspirations à ce moment-là, pendant quelques semaines. Et en fait, c'était juste pénible. Et donc, le projet Tour du Monde, en fait, il était un peu en pause. Comme quoi, même si on prépare un projet qui évidemment nous anime tous les deux, c'est pas toujours aussi facile que ça. Et quand je vois, moi, des stories sur Insta ou quand je discute avec des voyageurs, j'ai l'impression que toute la famille est embarquée dans le même élan, tout le monde a le niveau d'excitation qui monte en même temps, etc. J'étais juste un petit peu jalouse parce que chez nous, alors là, pas du tout, quoi. Il y avait que moi en train de m'emballer sur les sujets, à tort ou à raison d'ailleurs, c'est pas vraiment le sujet finalement. Mais bref, ça arrive. Parfois, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je pense qu'on a vécu un peu là avec Ludo comme une petite phase comme si on avait peur un peu de concrétiser ce projet un peu fou. Se décider sur une première destination, sur une date de départ, c'est ce qu'il y a de plus difficile finalement. Une fois qu'on a décidé la date de départ, qu'on a peut-être acheté un premier billet d'avion, le compte à rebours vraiment commence. Et donc là, le projet est concret vraiment, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait, on n'avait rien de vraiment concret, de fixé, et on pouvait encore dire on décale, on annule, et c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs des voyageurs qu'on avait interviewés avec Émilie dans les podcasts. Une fois qu'on a la date qui est fixée, le rétro-planning s'enclenche et on se met en action. Tant qu'on n'a pas ça de fixé, on se met pas en action. Et c'est un peu ça qui nous est arrivé. On se mettait pas en action. Peut-être qu'on avait un peu peur de concrétiser, de sauter le pas, bizarrement. Et pendant quelques semaines, on n'a rien fait du tout. On n'a rien fait du tout, oui et non. Il y a une chose qu'on a fixée, c'était pas une masse à faire, c'était la première destination. Je pense que je vous en avais déjà parlé. On avait du mal à se fixer sur notre premier pays. Juste avant de partir en Égypte, sur la route pour nous emmener à Paris, on avait décidé qu'on ferait quelques semaines en Afrique australe. Afrique du Sud, Namibie, Tanzanie, on savait pas exactement, mais on s'était dit, ok, on passe par ce continent, on fera quelques semaines en Afrique, c'est décidé. Ok. Et puis, dans la navette qui nous a emmenés entre le parking de l'aéroport et
l'aéroport de Roissy. On a rencontré une mère et sa fille avec qui on a discuté. Et puis du coup, on leur disait qu'on allait partir en tour du monde, qu'on envisageait, etc. Et puis notre décision là qu'on venait juste de prendre et qui éliminait de fait la découverte de l'Indonésie. Et alors là, elles nous ont retourné le cerveau en 5 minutes de route en disant mais qu'on pouvait pas abandonner l'Indonésie. L'Indonésie, c'était vraiment leur plus beau voyage. Du coup, la jeune fille avait vécu pendant quelques mois pour ses études, je crois. Sa mère était allée la rejoindre plusieurs fois. Enfin bref, c'était le plus beau voyage qu'elles aient fait. Leur pays préféré dans le monde entier, sachant que ces deux femmes-là, c'était des grandes voyageuses. Bref, en 5 minutes de route avec elles, on s'est dit, mince, quand même, on peut pas abandonner l'Indonésie. Et puis on est parti en vacances, et puis voilà, donc on est rentré, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, je sais pas, ces deux femmes-là nous ont vraiment fait tout remettre à plat. Donc, on n'avait toujours pas de première destination. Alors, j'ai essayé de procéder un peu factuellement, avec un petit tableau avec une liste de pour et une liste de contre. C'était soit donc Afrique australe, soit Indonésie pour les premières semaines de notre voyage. Et finalement, c'est un peu la raison financière qui l'a emporté. Et puis, un petit peu écologique, mais c'est quand même gonflé de ma part de mettre ça dans la balance parce que notre tour du monde, malheureusement, va nous faire prendre pas mal d'avions et donc c'est pas du tout écologique. Mais en gros, on s'est dit, juste pour quelques semaines, descendre tout au sud de la Terre pour ensuite remonter, partir complètement en Asie. Enfin oui, vraiment quand on le voit sur la carte, c'est un détour tellement énormissime, c'est des kilomètres incroyables. Et puis l'Afrique du Sud, la Namibie, la Tanzanie, c'est quand même des pays qui sont assez chers par rapport à quelques semaines en Indonésie. Finalement, d'un point de vue budget, ça faisait quand même exploser un peu les compteurs. Donc on s'est dit, ça plus ça, y aller que pour quelques semaines. Bref, ça nous semblait vraiment trop déconnecté, trop déconnant. On a dit tant pis, on fera un autre voyage en Afrique pour découvrir ce continent qu'on connaît très très mal. Et donc voilà, et donc finalement on s'est décidé, notre première destination ce sera l'Indonésie. Donc on a décidé ça, mais voilà, comme je vous disais juste avant, pendant plusieurs semaines on n'a rien fait de plus, on n'a rien acté, on n'a rien concrétisé, on n'a pas pris de billets, rien. Alors moi de mon côté j'ai quand même commencé à essayer de dessiner un itinéraire pour l'Indonésie. Sur ces premières semaines, on y serait pendant 5 ou 6 semaines. C'est toujours un peu à déterminer, mais c'était un peu ça l'idée. J'ai regardé 1000 blogs, j'ai commencé à lire un guide, etc. Et puis, je galère, quoi. Franchement, l'Indonésie, d'ouest en est, c'est grand comme l'Europe. Il y a évidemment énormément d'îles. Et puis à chaque fois qu'on lit un truc, on a envie d'aller voir, quoi. Mais c'est très très grand et les transports sont pas aussi faciles que ça, ou en tout cas aussi rapides. Mais en même temps, on peut l'imaginer. Si on veut faire Athènes-Paris par la route, ça prend du temps, quoi. Donc voilà, c'est grand, c'est très très grand. Les ferries, les transports terrestres, etc. Donc c'est pas ultra rapide. Donc qu'est-ce qu'on choisit ? Ce sera notre première fois dans ce pays. Et il y a des incontournables. Est-ce qu'il faut qu'on les fasse ou pas ? Moi, j'ai peur du surtourisme. J'ai vraiment peur de me retrouver à Bali avec des milliards de gens. Je me pose beaucoup de questions, encore d'ailleurs maintenant. J'ai pas encore apporté les réponses à toutes nos questions. Bref, j'ai cogité pas mal là-dessus et comme avec Ludo, on n'était pas trop sur la même longueur d'onde, j'ai avancé un petit peu toute seule de mon côté sur ce sujet-là. Et en fait, ça a soulevé vraiment beaucoup de questions parce que j'y arrive pas. Alors je pense que maintenant, là, après ces quelques semaines, maintenant ça va un petit peu mieux, mais à ce moment-là, là, au mois d'avril, franchement, je pataugeais, je galérais. À la fois, j'avais envie de tout voir et puis j'ai rien envie de voir. Enfin, un peu n'importe quoi dans ma tête. Et puis, je me disais aussi, mais s'il me faut autant de temps pour préparer un itinéraire sur un pays, mais je vais jamais tenir la distance sur 1 an, en fait. C'est pas possible. Et du coup, je me suis posé quelques questions. Vraiment, est-ce que le tour du monde, est-ce que c'est vraiment fait pour nous ? J'en avais déjà parlé à un moment dans une des capsules où j'avais entendu une personne sur un podcast dire que c'était pas pour elle un tour du monde parce que préparer chaque voyage, ça prend du temps avant, pendant, après, on en reparle, on regarde les photos, etc. Et donc, un seul voyage dure sur plusieurs mois finalement. Alors qu'un tour du monde, on enchaîne tout et il faut sans arrêt se mettre dans un nouvel état d'esprit, garder tous ses chakras ouverts en fait pour découvrir des nouvelles choses, s'adapter à une nouvelle culture à chaque fois, etc. Et là, entre la fatigue de l'Égypte, quand même, ce voyage qui nous en a mis plein la vue, c'était juste exceptionnel, extraordinaire.
Et on est rentré fatigué, mais tellement heureux aussi. On a continué à en parler beaucoup, etc. Et là, je sais pas, peut-être parce qu'on commence par l'Indonésie, que c'est un pays qui est tellement grand et divers que j'arrive pas à me projeter dedans. Enfin bref, je me suis quand même posé pas mal de questions. Enfin bref, sans remettre en question le projet, mais voilà, avec un feeling, peut-être un sentiment pas toujours ultra enthousiaste. Et puis quand même, il y a 2 événements qui nous ont un peu remis dans le game, qui nous ont un peu redonné la pêche pour se lancer concrètement dans les préparatifs. Le premier événement, ça a été la rencontre d'autres familles de voyageurs. Donc, je suis en contact grâce à Facebook et Instagram avec des familles de Loire-Atlantique. On a eu l'occasion de se rencontrer à 3 familles le jour de Pâques et franchement, ça c'était trop bien. Donc, on avait des enfants à peu près du même âge, quoi. Ils ont vachement joué ensemble, etc. Nous, avec les autres, là, avec ces 2 autres familles, mais on a fait le point complet sur nos préparatifs, sur nos précédents voyages, qu'est-ce qu'on avait envie de voir, etc. Où est-ce qu'on pourrait se voir, où est-ce qu'on en est, et puis tel sujet, vous en êtes où, vous avez fait quoi, etc. Et donc, force a été de constater que nous, on en était nulle part, évidemment. J'avais même pas une liste écrite avec une to-do list, quoi, avec la liste des trucs à faire. Franchement, c'était mal organisé, cette histoire. On était vraiment nulle part, mais c'était hyper intéressant d'échanger. Mon mari, du coup, ça l'a mis dans le truc, quoi. Ça l'a mis dans le truc. On était à l'époque à 5 mois du départ, enfin plus ou moins, puisqu'on n'avait toujours pas fixé notre date de départ, mais on était à peu près à 5 mois de notre départ. Et là, je sais pas, tous les deux, un peu, on s'est rendu compte que voilà, il fallait s'y mettre. C'était temps. C'était temps de commencer à acter des choses, qu'il y avait des gens qui étaient vachement organisés et qui avançaient sur plein de sujets. Donc voilà. Je vous remercie vraiment, les cathédraux et la tribu Martin, Amandine, Catherine et Pierre, qui on a passé cet après-midi. Vous nous avez fait un bien fou. Et le deuxième événement là qui nous a relancé, c'est la location de la maison. On habite à la campagne, on a une grande maison, un très grand terrain avec de l'entretien. Et louer en meublé une grande maison à la campagne, honnêtement, on savait pas trop par quel bout prendre ce sujet. On se disait, il faut qu'on ait la chance de tomber sur une famille qui va arriver, qui débarque dans la région ou qui fait construire et qui cherche un petit pied à terre. Mais en général, des familles ont déjà des meubles, etc. Alors nous, on savait pas trop par quel bout prendre cette histoire de location. Et puis un jour, j'ai une copine qui me transfère une story Insta d'une personne qui cherche dans notre coin une maison, 3 chambres, etc. à partir du mois de juillet. Et donc, je lui réponds, je lui dis, mais oui, super, c'est juste chez nous, là, ce que cette personne recherche. Nous, à tout hasard, notre maison est disponible pour 1 an à partir de fin août. Et puis sinon, si ça convient pas, parce que c'est un peu trop tard et que c'est juste pour 1 an et que c'est meublé, je dis c'est pas grave, mets-moi en contact avec cette personne. Et puis il y a des groupes Facebook assez actifs là sur notre commune, etc. Je dirais j'allais lui dire, écoute, je peux aider ta copine quoi à chercher une maison. En tout cas, je pourrais passer le message dans mon réseau, pas de problème. Et en fait, il se trouve que cette fille, en fait, c'est une personne qui arrive avec ses 2 enfants des Antilles, où elle vit depuis 17 ans, et elle rentre en métropole, et ses parents habitent sur la même commune que nous. Et donc en fait, cette fille, elle cherche un logement, elle arrive avec ses enfants et juste des valises, elle n'a pas de meubles, et elle cherche un endroit pour reconstruire sa vie. Et donc voilà, et donc en fait, notre maison lui convient très bien pour une petite transition d'1 an, pour chercher quelque chose tranquillement, pour ensuite s'installer dans le coin. Enfin, c'est incroyable, quoi. On savait pas du tout par quel bout prendre cette histoire. On se disait qu'on allait galérer à trouver quelqu'un. Et là, par le bouche à oreille, ça va se faire. Et c'est trop bien. Nous, on n'a pas eu besoin de chercher. Cette personne nous a remercié chaleureusement 1000 fois aussi parce qu'on lui enlève une très grosse épine du pied. Donc, en fait, on était fait pour se rencontrer. Donc, c'est trop bien. Un énorme sujet qui se règle là, d'un coup d'un seul. Et alors ça nous a mis un coup de boost. Depuis, c'est merveilleux. On est réalignés avec mon mari et on a fait plein de trucs pour vraiment concrètement organiser ce tour du monde et rendre ce projet très concret. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Venons-en vraiment au sujet pratico-pratique. Nous avons pris nos billets d'avion.
Donc le départ est le 30 août, le compte à rebours a commencé, on est à un tout petit peu plus de 100 jours du départ. Et en effet, je confirme ce que des tas de voyageurs nous avaient déjà dit dans les podcasts, une fois qu'on fixe la date, le rétro-planning s'enclenche. C'est merveilleux. Depuis, j'ai une to-do list très largement inspirée justement de nos nouveaux amis voyageurs que nous avons rencontrés à Pâques, qui avaient un tableau super bien organisé avec tout ce qu'il y avait à faire, etc. Donc, on a adapté à notre sauce. Donc, maintenant, on a un petit tableau qui nous permet de suivre un peu l'avancement, les trucs à faire et tout. Et puis, on s'est aussi vachement activé sur la période de Noël. Alors, ça peut sembler pas très prioritaire, mais il se trouve qu'on a de la famille qui va nous rejoindre pour Noël et on sera 14 pour les 2 semaines de Noël, donc les 2 semaines de vacances en France. Et on s'est dit qu'à 14, une haute saison comme ça en Asie, ça se prépare un petit peu à l'avance. Et donc on a motivé aussi toute la famille, qui eux aussi d'ailleurs nous ont mis un petit coup de fouet pour qu'on s'active et qu'on détermine un peu un itinéraire, etc., qui pourrait convenir à tout le monde en se disant, en fait, il faut qu'on se bouge, il faut qu'ils puissent eux aussi réserver leurs billets, etc. Et donc, c'est trop bien. En tout cas, les 15 jours de Noël, là, ça y est, sont organisés. Les logements sont réservés. Donc, c'est les premiers logements qu'on a réservés pour notre tour du monde. Donc, nous, on n'a pas encore de billets pour cette destination, mais on fera en sorte d'y aller parce que ça va être canon. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a un billet d'avion vers l'Indonésie le 30 août. Et on a des logements en Asie. Peut-être je vous garde la surprise de la destination, je ne sais pas encore. On a des logements en Asie, en tout cas, avec toute la famille sur la période de Noël. Au passage, en effet, je pense que j'en avais parlé la dernière fois, mais je vous confirme qu'on a éliminé l'option billets tour du monde. On va prendre nos billets nous-mêmes parce que on pense qu'on peut avoir moins cher. Alors, l'avenir nous dira si on a raison ou pas, mais on se croit assez malin pour réserver à temps nos billets, etc. et ne pas se faire piéger. Donc, on verra. Je vous ferai un petit bilan en rentrant de tour du monde, voir si c'est vraiment vrai qu'on a été assez malin et qu'on a gagné au change. Mais il y a cet aspect financier qui a joué dans notre réflexion pour les billets d'avion et puis aussi le fait qu'on n'arrivait pas trop à se décider sur un itinéraire. Enfin, c'est pas qu'on n'arrive pas à se décider, mais surtout sur les dates, etc. En fait, on a besoin d'un cadre, mais on a envie aussi de garder de la souplesse. Et donc là, il fallait déjà donner des dates, etc. Ça nous semblait compliqué. Donc on a abandonné l'idée. On a pris les billets par nous-mêmes, donc juste pour la première destination. Autre sujet pratico-pratique, on a fait une petite virée chez Decathlon. On n'a encore rien acheté. Mais on a repéré pas mal de choses, et notamment les sacs, parce qu'en fait, on n'a pas là ni de sacs ni de valises qui correspondaient à ce qu'on avait envie et besoin pour ce tour du monde. Donc en fait, on est allé voir là chez Decathlon. Alors en Loire-Atlantique, il y en a plusieurs des Decathlon. Il y en a un très très grand à côté de Nantes, à Saint-Herblain. On n'est pas allé là parce que je sais plus pourquoi, mais ça se mettait pas. On est allé dans un plus petit Decathlon, donc il y avait moins de choix. Mais par contre, on a rencontré une vendeuse qui connaissait très bien le sujet des sacs, des voyages. Elle m'a fait une voyageuse. On a glané pas mal de conseils et on a flashé sur un sac à dos valise qui fait 40 litres. Donc en fait, sac à dos valise, si vous voyez pas bien ce que c'est, en gros, ça s'ouvre comme une valise. Donc sur le côté, on ouvre en grand et on se retrouve avec vraiment deux parties. Il y a un petit filet de chaque côté qui permet de fixer les affaires. Donc ça s'ouvre vraiment comme une valise, mais on le porte comme un sac à dos et il y a tout le confort d'un sac à dos. Donc le dos est bien rembourré, les bretelles rembourrées, il y a la ceinture comme il faut pour tenir sur les hanches, il y a le petit clip aussi au niveau de la poitrine là qui permet aussi d'alléger un peu le poids. Donc on a tout le confort de portage d'un sac à dos et le confort de rangement d'une valise. C'est aussi un sac qui s'encombre pas de tout ce qu'ont les autres sacs à dos, un peu de rando ou de trek, etc. Nous, on s'en fiche d'avoir les petites lanières qui permettent de mettre ses bâtons, le tapis de sol, le sac de couchage, machin, on s'en fiche, on n'en aura pas. Il y a plein de petits trucs comme ça sur les sacs à dos de rando ou de trek. Et bon, c'est hyper pratique pour quand on en a besoin. Mais en fait, nous, ça correspond pas à notre type de voyage. Donc, on est plus quand même dans le type de voyage valise. Mais c'est juste qu'on veut pas se faire chier à rouler une valise, quoi. Donc là, on a un peu flashé sur ce modèle-là. Il n'existe qu'en 40 litres. Et 40 litres, c'est pas si grand. C'est-à-dire que c'est la taille d'un bagage cabine pour pas mal de compagnies aériennes, mais pas les compagnies aériennes genre EasyJet, où le bagage cabine a vachement rétréci là ces dernières années, ou Volotea, ou des compagnies intra-européennes court courrier, où les bagages cabines ont vraiment rétréci de taille. Donc là, c'est le modèle normal pour des vols long courrier. Alors 40 litres, c'est
petit pour des adultes et un peu trop gros pour des enfants. Notre fils, là, qui a 9 ans, ne peut pas porter un bagage 40 litres plein, parce que dans 40 litres, on peut mettre quand même 10-11 kilos, quoi. Et même pour notre fils aîné, c'est un peu trop. Donc, on se pose encore un petit peu des questions. Pour répondre à ces questions et faire un choix définitif, j'ai entrepris de faire 2 listes. Une liste avec toutes les compagnies aériennes qu'on est susceptible de prendre et les franchises bagages. Donc, j'ai fait un petit tableau Excel. J'ai noté toutes les compagnies aériennes, les tailles et les poids des bagages qu'ils autorisent en cabine. S'il y a une version cabine plus, j'ai appelé ça parce que chez pas mal de compagnies, en fait, tu payes un petit supplément d'une dizaine ou d'une vingtaine d'euros et tu peux avoir un plus grand bagage cabine ou alors un deuxième bagage cabine. Et puis sinon, la franchise bagage en soute. Donc j'ai regardé ça pour à peu près notre itinéraire. J'ai ratissé large, j'ai pris vraiment le plus de compagnies possible. J'ai fait la recherche et en gros, ça marche dans 95% des cas. Cette valise-là, ce sac à dos valise de 40 litres passerait en cabine. Pour certaines compagnies, il ne faudrait pas qu'il excède 7 ou 8 kilos. Donc là, je ne sais pas si on va réussir. Mais au pire, on peut gruger. Le jour où on est dans ce vol, ma foi, on prend le manteau sur nous. Et puis, les disques durs externes, les équipements comme ça, la GoPro dans les poches, etc. Tous les trucs qui pèsent lourd, on les prend dans les poches. Donc, on ressemble à rien. Mais bon, au moment où on monte dans l'avion, on a un bagage qui, si jamais il est pesé, il est dans la limite de poids. Et puis après, une fois dans l'avion, on peut se vider les poches, on remet dans notre valise. Donc, globalement, ça passe pas mal. Et puis au pire, si une fois on doit payer pour un des bagages cabine pour le mettre en soute, c'est pas la mer à boire non plus. Il y en a un qu'on charge bien en poids et puis on le met et puis les autres on les prend tout léger avec nous en cabine, quoi. Donc ça peut marcher. Pour le fait que nos enfants les porteraient pas trop, en fait on se dit au final on porte pas autant que ça les sacs. Dans notre mode de voyage, en gros, on est dans les transports. Et puis après, on a toujours un hébergement, quoi. On commence pas à faire une visite de je sais pas quoi avec nos sacs avec nous, une randonnée avec les sacs sur le dos, etc. En fait, ça ne va jamais arriver, ça. Donc, j'ai déjà entendu ça aussi d'autres voyageurs, qu'au final, on porte pas ces sacs tant que ça. Il faut bien sûr être capable de les porter, mais bon, c'est pas non plus tous les jours où on porte nos sacs pendant longtemps. Donc je me dis, ça peut se faire un peu comme en Égypte, où mon plus jeune n'a pas souvent porté de sac, voire même jamais. Au final, Ludo, il en prend 2, juste le temps d'aller au bus, au train, à l'aéroport ou je sais pas où. Puis mon aîné en porte un et moi un autre. Enfin bref, on peut s'arranger en fait, et ça va le faire. Donc on prendrait peut-être bien 4 fois 40 litres. Et en essayant de pas dépasser 8 kilos par bagage, ça serait pas mal, histoire de pouvoir charger un peu plus celui de papa ou le mien et que les enfants portent un petit peu moins et qu'ils puissent plus nous donner un coup de main. Enfin bref, on a plusieurs pistes et au final on se dit que 4 fois le même sac, là, ça serait pas mal. Et alors pour que ça marche niveau poids, la deuxième liste que j'ai faite, j'ai listé tout le matériel qu'on pensait prendre et puis j'ai pesé. Avec tout ce qu'on a, on a déjà pas mal de choses en fait. Les ordis, les tablettes, tout le matériel électronique, en fait, c'est ça qui prend pas mal de place. Et puis ce qu'on n'a pas et qu'on pense acheter, j'ai regardé sur internet combien ça pèse et j'ai fait une petite liste. Donc là, j'arrive à 22 kilos de matos, sac inclus. On n'a pas encore mis de vêtements. Donc si on se dit maximum 8 kilos par sac, à 4, on arrive à 32 kilos. Est-ce que nos vêtements pour 4 peuvent tenir dans 10 kilos ? J'en suis presque convaincue que oui. Alors bon, on est parti là à l'Ascension pendant 5 jours. J'ai pesé les affaires des enfants, petit doudou inclus, et on arrive à 2 kg 2 kg 3 par enfant. Donc à eux deux, ils arrivent à 4 kg et demi. Si on prend 10 kilos pour nous 4, il ne faudrait pas que les enfants dépassent 5 kilos, donc c'est un peu juste, parce que forcément, il y aura un tout petit peu plus d'affaires quand même pour 1 an que pour 5 jours. Mais honnêtement, je vous vois sourire déjà. Pas beaucoup plus quand même. Un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc, on va être un petit peu limite là. Surtout que dans les 10 kilos qui restent, il faut qu'on mette tous nos vêtements. Il faut aussi qu'on mette la trousse de toilette, la trousse à pharmacie. Donc, on risque quand même d'avoir du mal à passer en dessous de 32 kilos. Mais bon, on a envie de tenter le coup, je crois. On n'a pas encore acheté, on n'a pas encore décidé à 100%, mais je pense qu'on va tenter ce coup-là. Et dans nos 22 kilos d'équipement, on a mis genre des masques de plongée, tout le matériel électronique, on a mis des jeux de société. Donc voilà, on a mis quand même pas mal de choses là dans l'équipement. Je crois qu'on est pas mal là-dessus. Je fais juste un petit aparté sur les jeux de société, parce que alors dans nos amis, on a quand même des fanas de jeux. Et donc, Aurélia, je te remercie.
Elle nous a prêté des petits jeux. Il y a une petite gamme vraiment de jeux tout petits mini. Franchement, c'est idéal pour les voyages. Et alors nous, ça nous correspond tout à fait. Donc elle nous en a prêté là pour qu'on puisse tester. On en a sélectionné plusieurs. Je pense qu'on va prendre le Pixies, on va prendre Go Nuts, on va prendre Punto. Ce sont vraiment des jeux tout petits. Enfin, le Pixies, c'est un jeu de cartes, donc carte normale. Go Nuts et Punto, c'est vraiment tout petit, tout petit. C'est un jeu de dés, Go Nuts, et Punto, c'est un jeu de cartes, mais ce sont des petites cartes carrées. Donc là, on a testé, les enfants ont validé, on s'amuse bien tous les 4, donc on va prendre ça. Je vous ferai une petite liste quand ce sera arrêté, parce que quand même, l'air de rien, nous, on joue pas mal finalement, de plus en plus avec nos enfants. Donc pour rappel, ils ont 9 et 11 ans. Et au final, on parle plus trop là de prendre des petits Lego ou quoi, parce que j'ai des enfants qui sont assez fanas de Lego. Et je m'étais dit, on prendrait peut-être une petite pochette avec des Lego ou quelques petits personnages, des petites voitures, parce que j'ai mon plus jeune fils qui s'invente quand même beaucoup d'histoires. Il lui faut pas grand-chose en fait. Et bon, là, je sais pas, on n'a pas reparlé de faire cette petite pochette, donc à voir. Il y a un moment, il va falloir qu'on fasse des choix parce que ça va prendre à la fois trop de place et trop de poids. Donc je sais pas encore ça. Je pourrais vous faire un point, à mon avis, plus près de la date de départ. Mais donc voilà comment j'ai progressé avec des listes de matériel et des listes de compagnies aériennes. En fait, je fais des listes. Donc, ça me cadre, ça m'aide beaucoup. Au niveau de l'école, on a aussi avancé sur ce sujet. Finalement, alors que je m'en faisais aussi toute une montagne de ça, je me disais, oh là là, il va falloir que je prépare un courrier en recommandé avec accusé de réception pour l'académie pour déscolariser les enfants pour l'année prochaine. Finalement, j'ai repassé un coup de fil à l'académie sur un numéro auquel je n'avais pas encore téléphoné, qui m'avait été donné par l'académie en me disant que pour le collège, il fallait que je contacte tel numéro, pour le primaire, tel autre. Donc là, j'ai appelé le collège, le numéro pour le collège, que je n'avais encore jamais eu. Et donc là, la personne m'a proposé 2 options, soit envoyer un mail, soit envoyer un courrier. J'ai dit, envoyer un mail, c'est plus facile. Elle me dit oui, bien sûr. Donc, elle m'a donné l'adresse mail et elle m'a dit, c'est bon pour le collège et aussi pour le primaire. Ah, très bien. Donc, j'ai fait un mail où j'ai juste dit que nous partions à l'étranger sur l'année scolaire 2024-2025, le nom de mes enfants, les établissements dans lesquels ils sont actuellement scolarisés et que donc je souhaitais les déscolariser pour l'année prochaine. J'ai reçu une réponse le lendemain, accusé de réception, me confirmant la radiation de mes 2 enfants. Voilà, en fait, tout ça est très compliqué, ces histoires de scolarité pour plein de familles de voyageurs, parce que dans les académies de nos départements, on n'a jamais les mêmes réponses. Mais alors là, c'était d'une simplicité enfantine. Donc si y a des voyageurs de Loire-Atlantique qui n'ont pas encore réglé ce sujet, si vous voulez, je vous donnerai l'adresse mail, bien sûr, à laquelle il faut écrire. Problème réglé. Alors, après ça, j'ai quand même recontacté l'école. Je dois le faire encore avec le collège, mais j'ai recontacté l'école primaire parce que j'ai croisé la directrice. Donc, je lui ai demandé, au fait, est-ce que c'est bon pour l'année prochaine? Vous avez besoin de quelque chose en plus, etc. Alors, elle était scotchée qu'un simple mail à l'académie suffise. Elle commence à me dire, oui, je sais pas, va falloir que je fasse une demande, je sais pas quoi. J'ai dit, oulala, non, pas du tout. Je vous transfère le mail que j'ai reçu de l'académie qui me dit que mes 2 enfants sont radiés. Et elle m'a dit, d'accord. Donc, ça suffit. Pour la mairie, c'est OK. Donc, eux, ils ont désinscrit mon fils de la cantine et bien pris note qu'il ne serait pas scolarisé sur 2024-2025. Je vais juste reconfirmer avec le principal du collège que c'est OK pour lui. Mais donc, maintenant que j'ai quand même un mail de l'académie qui me confirme la radiation des enfants, forcément, tout est plus simple. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, pour nous faire quand même l'école, parce que ces petits bonhommes-là, ils vont pas être en vacances. Pour faire l'école l'année prochaine, je suis allée à la Fnac, pour voir un peu ce qu'ils avaient comme cahier avec tout le programme d'une année, parce qu'en fait, il y a des livres comme ça qui existent là, tout mon programme de 5e, tout mon programme de CM1. Il y a plusieurs éditeurs. Alors, celui que j'ai préféré pour la 5e, c'est celui de chez Hatier, mais il y a aussi une édition chez Nathan, et je crois qu'il y a Hachette aussi, parce que ça, j'ai vu dans un autre magasin. Finalement, au Super U de ma commune, il y avait aussi ce genre de livre. Moi, je croyais qu'il fallait aller dans une grande librairie pour avoir ça, mais en fait, pas du tout. Et donc, à chaque fois, ils sont construits de la même manière, avec une double page par leçon. Donc, en fait, il y a tout le programme de français, maths, histoire, etc. Enfin, il y a toutes les matières. Et puis, chaque leçon est sur une double page. À gauche, la leçon. Et puis, à droite, les exercices. Il y a les corrigés pour les parents. J'ai bien aimé, en fait, chez Hatier parce que on a aussi des exercices complémentaires en ligne. Ça peut être intéressant.
Donc pour le moment, j'ai pas encore acheté, mais on va les prendre en e-book. On va les mettre sur les tablettes des garçons, comme ça ils pourront faire. Il n'y a pas besoin d'être connecté pour faire l'école. Et puis on se trimballe pas le livre, quoi. Et j'ai chopé comme idée dans un de ces cahiers-là, dans un de ces livres, une ardoise souple. Ça, je vous l'avais montré en story sur Instagram, parce qu'en fait, il faut que les enfants écrivent aussi à la main, qu'ils perdent pas ça pendant l'année. Et puis une petite ardoise souple, ça peut être pratique quand même pour faire office de cahier de brouillon, quoi. Mais je voulais pas prendre une ardoise dure parce que vous l'avez compris, on commence à être limité en poids, ça prend de la place. Je le sentais pas trop cette histoire, et en fait dans un des livrets, j'ai vu qu'ils proposaient une ardoise souple avec. Et je me suis dit mais ça c'est pas con. Et en plus, donc je n'ai pas encore vidé mon atelier, parce que vous le savez peut-être, mais je fais aussi beaucoup d'origami. J'ai une activité professionnelle artisanale. Donc moi, j'ai un atelier avec plein de trucs dans tous les sens, de petits bricolages. Et j'avais un petit rouleau adhésif, genre tableau blanc. Et donc j'ai fait ça. J'ai pris 2 petites cartonnettes souples que j'ai collées. J'ai emballé avec de l'adhésif tableau blanc, quoi, sur lequel on peut écrire avec un Velleda. Et j'ai glissé ça dans les pochettes des tablettes des garçons. Et donc comme ça, nous avons aussi des ardoises qui sont prêtes pour le voyage. Et donc ça va être pratique en guise de cahier de brouillon. Pour l'école, je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'a pas encore décidé, peut-être qu'on va s'affilier à une plateforme aussi, mais c'est toujours en suspens. C'est pas vraiment décidé, mais je crois que dans ma tête, je suis un peu décidée pour pas le faire. Dernier sujet qui est clôturé, je pense, c'est celui des vaccins. On a fait un rendez-vous au centre de vaccination internationale à Nantes, au CHU, où là, on a fait une très longue consultation avec un docteur qui nous a expliqué vraiment beaucoup de choses, notamment pour qu'on prenne une décision éclairée sur les vaccins qu'on devait faire avant le voyage, mais aussi qui a donné pas mal de petits conseils sur ce qu'on devait faire en cas de pépin pendant le voyage. Il a même fait une ordonnance d'un médicament antidiarrhéique. Enfin voilà, il a vraiment donné pas mal de petits conseils dans tous les sens. C'était très intéressant, c'était assez long comme consultation, mais vraiment très intéressant. Et puis suite à ça, donc on a fait les vaccins contre la fièvre jaune et contre la rage. On a eu la dose de rappel de la rage une semaine après. Donc maintenant, il n'y a plus que 2 doses pour la rage. En France, on lit encore pas mal, et même les médecins traitants peuvent préconiser 3 doses parce que c'est ce qui se faisait avant. Mais en fait, les recommandations de l'OMS, c'est 2 doses. Et donc, les centres de vaccination suivent cette recommandation de l'OMS. Donc, on n'a eu que 2 doses. Notre portefeuille a dit merci aux médecins d'appliquer cette recommandation de l'OMS. L'autre vaccin qu'on pensait peut-être devoir faire, c'était celui de l'encéphalite japonaise. Et finalement, il n'a pas du tout insisté pour qu'on le fasse. Il a plutôt très largement insisté pour qu'on soit bien protégé contre les moustiques. Parce que de toute façon, même si on se fait vacciner contre la typhoïde ou l'encéphalite japonaise, il faut bien se protéger contre les moustiques. D'ailleurs, nous, on était déjà vaccinés contre la typhoïde là, parce qu'on l'a fait en février, en même temps que l'hépatite A. En fait, il vaut mieux le faire plus proche de la date de départ. On était un petit peu bête là sur ce coup-là, parce qu'en fait, le vaccin contre la typhoïde a plutôt une durée de validité ils disent entre 1 et 2 ans, mais globalement, il serait plus efficace quand même que pendant 1 an. Donc, comme nous, on l'a fait 1 an et demi à peu près avant notre retour, on a peut-être quand même 5-6 mois de voyage là où on serait un peu moins protégé, mais on sera plus en Asie. Donc c'est pas trop grave. Mais en tout cas, voilà, ne vous précipitez pas pour faire le vaccin contre la typhoïde. C'est mieux d'attendre et de le faire plus proche du départ. Et donc l'encéphalite japonaise, il a pas du tout insisté parce que par rapport à nos conditions de voyage, il y avait pas trop d'intérêt. Mais par contre, on n'a pas fait une croix dessus complètement parce qu'on va peut-être le faire en Indonésie. Parce que c'est possible de le faire en Asie. Et donc, ça se fait très bien. Les hôpitaux sont très bien. En tout cas, ceux qui le proposent. Donc voilà, il faut qu'on se renseigne. Ça serait évidemment beaucoup moins cher parce que à 4 pour l'encéphalite japonaise, on allait s'en tirer pour à peu près 1 000 €. Donc finalement, que le médecin n'ait pas insisté pour qu'on le fasse, ça nous allait bien aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, peut-être qu'on le fera quand même, on va voir. Ça, on n'a pas encore réfléchi, on n'a pas encore décidé. On s'est pas encore renseigné exactement où est-ce qu'on pourrait le faire et comment ça se passe, comment est-ce qu'il faut prendre rendez-vous, quand, comment, etc. Bref, on n'a rien investigué du tout de ce point de vue-là. Donc au final, pour les vaccins, on a fait fièvre jaune, rage, hépatite A, typhoïde, et puis toute la famille était déjà vaccinée contre l'hépatite B. Et avec ça, on s'en sort pour à peu près 1 000 € de vaccin. On doit encore envoyer quand même nos certificats de vaccination à la mutuelle, parce que donc
nos nouveaux amis voyageurs, toujours les mêmes, ont la même mutuelle que nous et ils se sont fait rembourser jusqu'à 1 000 € de vaccin. Donc on va voir. Bon, après ça dépend des contrats d'entreprise, etc. On ne sait pas si vraiment... parce que moi j'avais déjà appelé la mutuelle, ils m'avaient dit « Ah non ». Mais bref, sur un malentendu, ça peut marcher. On va quand même leur envoyer les certificats de vaccination. Je vous invite à le faire. Quoi qu'il arrive, en fait, ça coûte rien. Et puis, si jamais ils remboursent quelque chose, c'est toujours ça de prix. Ça peut faire plaisir. Voilà, en gros, les dernières avancées. Donc, il y a pas mal de petits sujets quand même importants qui ont avancé. Et puis, maintenant, il faut que je m'attelle quand même sérieusement à notre itinéraire en Indonésie pour au moins réserver les premiers logements. Peut-être le premier transport, enfin je sais pas trop ce qu'on va faire. Il faut que je fasse ça. On a déjà de la visite aussi qui se profile pour le 2e mois de voyage. Donc il faut qu'on organise aussi un petit peu l'itinéraire. Petit à petit, plein de petits sujets qui se mettent en place et c'est bien chouette. Départ dans 107 jours à la date de diffusion de cette petite capsule. Si vous avez des bons tips pour visiter l'Indonésie, des conseils, des coups de cœur, n'hésitez pas, écrivez-moi, je prends tout parce que notre itinéraire est à construire complètement. On y sera à peu près 5 semaines, je pense. Et puis, bien sûr, franchement, n'hésitez pas à m'écrire aussi sur Insta ou par mail sur l'adresse de Parents Voyageurs pour me dire aussi où est-ce que vous en êtes parce que franchement, c'est vraiment le truc que je préfère là avec ces capsules finalement. Moi, je vous raconte un peu nos préparatifs, etc. Et je sais que parmi tous ceux qui écoutent ces capsules, eh bien, vous êtes beaucoup de voyageurs, de familles en préparation. Et donc, franchement, c'est trop chouette de pouvoir échanger. Moi, je suis hyper contente. Et puis après, ça me donne plein d'idées, des bons plans, des petites astuces. Entre-temps, on a rencontré une 3e famille de Nantes qui sont venus à la maison et franchement c'était trop cool. Je suis en contact avec une 4e, on va essayer de se voir aussi avant le départ, ils partent juste quelques jours avant nous et franchement c'est trop chouette quoi. Les enfants n'ont toujours pas compris le concept d'inviter à la maison des gens qu'on ne connaît pas, mais à chaque fois ils passent des bons moments et nous aussi et voilà, et on espère après se voir pendant le voyage et c'est fou comme ce projet finalement nous rapproche hyper vite, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam et puis en fait on a des milliers de trucs à se dire quoi. C'est déjà un premier objectif du voyage finalement qui se réalise avant même le départ. Donc merci à tous ceux qui écoutent et à tous ceux qui prennent un petit moment pour partager avec nous aussi vos préparatifs, vos avancées, vos questions, vos encouragements. C'est vraiment super sympa. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Je ne sais pas quand. En tout cas, ne manquez pas non plus les capsules avec Émilie et ses préparatifs pour le départ à l'île Maurice. C'est aussi un projet un petit peu foufou. Et les podcasts, évidemment, continuent toutes les 2 semaines avec des interviews assez inspirantes. Celle de la semaine dernière était un petit peu dingue. L'interview de Marion qui nous raconte vraiment tout ce que leurs 6 mois en Polynésie ont opéré comme changement en eux. C'est voilà, une bonne raison de voyager si jamais vous en manquiez. C'est un épisode que j'ai trouvé hyper inspirant, que j'ai vraiment adoré enregistrer et puis ensuite réécouter en faisant le montage, etc. J'espère qu'il vous plaît à vous aussi en tout cas, qu'il vous inspire. Les prochains sont pas mal aussi. Le prochain à venir est pas mal du tout. Restez connectés. Un nouveau sujet sur le voyage en famille, une façon de voyager en famille qu'on n'a encore jamais abordé sur le podcast. Donc ne manquez pas ça. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Ciao. Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!